Et bonjour à tous, rebonjour à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Vous avez eu un atelier de folie, j'ai entendu que vous avez beaucoup rigolé, donc je suis très contente. J'ai un petit peu participé dans les commentaires et j'ai vu que vous m'avez quand même globalement bien inclus dans l'atelier, donc je suis très heureuse de l'entendre. Alors, on se retrouve pour un live métier. Attention, c'est le dernier de la semaine et justement, on a une personne très importante à vous présenter, donc je vais revenir très vite là-dessus. Avant ça, je vous propose qu'on découvre tout de suite le sommaire. Effectivement, live métier, je le rappelle, ça va être une interview, donc on va poser pas mal de questions et vous aussi, on compte sur vous pour que vous posiez un maximum de questions en rapport, bien évidemment, avec l'invité du jour. Donc on commencera par voir en quoi consiste son métier, on verra un cas concret pour être sûr d'avoir bien compris. On checkera aussi quel est son parcours, ce qu'il préfère dans son métier, ce qu'il aime un peu moins. Et enfin, on reviendra sur clichés et anecdotes. Donc voilà, je pense qu'on est bien lancé, on est bien au taquet pour commencer ce live métier. Et justement, j'accueille aujourd'hui Loïc. Bonjour Loïc, comment est-ce que ça va ? Bonjour, eh bien, écoute, ça va très bien. Sous la grisaille parisienne, un peu de soleil serait pas de refus, mais sinon on va bien, c'est bientôt le week-end. Je pense que tout le monde l'attend avec impatience. Totalement. Et ben, je suis très heureuse de te proposer de venir un petit peu parler de ton métier. Merci de t'être libéré du temps pour nous. Je sais que tu as un planning assez chargé. Et oui, alors pour les personnes qui risquent d'être surprises, oui, il s'appelle bien Loïc, comme le Loïc de la régie. Aujourd'hui, on a deux Loïc avec nous pour notre plus grand plaisir. Alors du coup, je veux bien que tu nous expliques quel est ton métier et surtout, du coup, pour commencer, l'intitulé. Alors moi je suis, j'ai un intitulé anglophone de Managing Director. Si on le traduit en français, c'est un titre de directeur général. Et donc je suis directeur général de Defacto, qui est une société belgo-française qui est donc entre Bruxelles et Paris. Ok, d'accord. Donc, alors, on est dans le thème international cette semaine, ce jour-ci d'ailleurs, même ce jour même. Donc, comme tu nous l'as expliqué, déjà, tu as commencé à parler un petit peu anglais. Est-ce que dans ton métier, tu es obligé de parler anglais ? Ah oui, clairement, totalement. Donc ça veut dire obligé de parler anglais, voire d'autres langues. Moi, je parle couramment anglais et français. J'ai d'autres personnes de mes équipes qui vont parler d'autres langues et c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement dans mon quotidien, de vraiment ce multiculturalisme et ce fait de pouvoir travailler à l'étranger et d'être aussi en déplacement assez régulièrement sur ce type de projet. Trop bien, donc génial. Donc tu nous as parlé de Bruxelles. Est-ce que tu fais d'autres pays aussi, à part la Belgique ? Alors, récemment, j'ai été aux États-Unis et au Canada. Et dans le passé, j'allais aussi régulièrement en Grande-Bretagne, au Luxembourg. Voilà. Pas d'autres, dont des métiers précédents, je voyageais parfois un peu plus. Mais aujourd'hui, on est principalement sur ce prisme et avec un développement sur l'Amérique du Nord pour Defacto depuis début 2024. D'accord. Bon, après, quand tu nous le dis, oui, il n'y a que ces pays, mais tu nous sors des pays incroyables quand même. Donc, franchement, c'est génial. Je voyais ce matin, on a parlé, pour rien te cacher, on a regardé une petite vidéo que j'avais prévue, notamment sur les voyages à l'étranger, l'international. Et il y a beaucoup de personnes qui me disaient qu'ils voulaient venir travailler, notamment au Canada, aux États-Unis. J'ai vu New York qui est sorti. J'ai vu des gens qui voulaient travailler en Suisse. C'est vrai qu'aujourd'hui, le numérique, ça permet de s'exporter dans plein de pays différents. Toi, personnellement, tu préfères les déplacements qui vont dans quel pays ? Alors moi j'aime bien l'Europe, j'aime bien l'Europe, j'aime bien aussi, j'étais souvent en Afrique du Sud, il y a une logique aussi de garder la même logique sur le fuseau horaire. C'est quand on voyage assez régulièrement, les décalages horaires c'est ce qui casse le quotidien. Et donc si on les enchaîne toutes les semaines, etc. Au début c'est très marrant, c'est très sympa, au bout d'un moment ça peut devenir plus fatigant. Et parfois il y a aussi un peu un côté tourisme, hein, parce que je pense que c'est ça aussi les voyages professionnels. On essaye de faire parfois un jour ou deux en plus sur place pour aller faire un musée, un monument, un restaurant ou un site quelque chose à visiter en plus. Ah bah oui, après on est content, on peut cocher ça sur sa wishlist. Et en plus, on a travaillé on a voyagé pour le travail, je voulais dire. Alors, il y a dans le chat, on te demande beaucoup ton intitulé de métier à nouveau et l'entreprise dans laquelle tu travailles. Bon, ça, il y a un petit indice sur ton polo. Voilà, donc sur Defacto, D-F-A-K-T-O, ça vient un peu du latin, le de facto, ou notre nom juridique aussi, c'est
Deployments Factory, qui veut vraiment dire l'usine où on va déployer des choses. Et donc notre métier, c'est vraiment de déployer des programmes informatiques et des grands projets. Et donc je suis directeur général. Donc je suis pas le fondateur de l'entreprise. L'entreprise a 25 ans. J'ai 35 ans aujourd'hui, ce qui fait que j'aurais eu 10 ans quand je l'aurais créé. J'aurais bien aimé, mais non. Et je suis juste quelqu'un qui a monté les échelons en interne. On en parlera tout à l'heure, je pense. Oui, totalement. Donc voilà. Très bien, merci. Alors justement, tu nous as partagé des photos, on va pouvoir un petit peu en parler, mais moi, alors en même temps qu'on découvre les photos qui vont venir s'afficher, la question que j'allais te poser, c'est quand on est directeur, est-ce que c'est pas stressant au final d'être en charge de autant d'affaires? Alors, j'ai envie de dire, moi, j'aime mon métier, et donc je pense que quand on prend du plaisir à ce qu'on fait, c'est pas forcément stressant. Il y a une forme de pression. Ça, c'est certain. On a de la pression sur les résultats. On a de la pression aussi parce que on est un manager de personnes, de salariés, et donc on va devoir gérer de l'humain avec des embauches. Parfois, on va devoir se séparer de personnes. Parfois, on voit des personnes qu'on aime qui partent. Et donc, je pense que moi, je me sens pas nécessairement stressé dans mon travail au quotidien. Par contre, c'est vrai qu'il y a de la pression, il y a des objectifs à atteindre. Une entreprise, ça se doit d'être rentable, pas parce qu'on veut verser des dividendes et autres aux actionnaires, hein, parce que ça, c'est un peu l'image qu'on a des dirigeants, etc. Mais parce que, en fait, si on n'est pas rentable à la fin du mois, au bout de quelques mois, vous êtes plus rentable, les banques, elles vous font fermer et vous devez passer à autre chose. Et donc, il y a cette vraie culture d'être à l'équilibre, en fait, je pense, plutôt que de viser on voudrait tous avoir des super résultats, mais déjà être à l'équilibre aujourd'hui, nous, on est une entreprise de 60 personnes, et le quotidien d'une entreprise de 60 personnes, c'est vraiment de gagner des nouveaux clients quand il y en a qui partent, et surtout d'essayer de croître le plus possible. Totalement. Donc, c'est une forme de pression, mais comme tu dis, comme tu aimes ton métier d'un autre côté, il y a un côté ludique aussi. Et c'est quelque chose qui ne te stresse pas tant que ça au quotidien, même si j'imagine ça dépend des périodes. Tu nous as montré, du coup, des photos. Moi, j'aimerais bien savoir, parce qu'on a parlé rapidement de cette entreprise, de Defacto, si je ne dis pas de bêtises. Mais qu'est-ce qu'on y fait, justement? Alors, chez Defacto, on y fait principalement deux choses. On a des gens qui vont travailler sur nos produits. Donc, nos produits, ce sont nos logiciels. Vraiment, donc on écrit des lignes de code, on imagine des choses, et on a deux logiciels. On est sur une niche de métier assez spécifique dans le domaine de la donnée. Et si vous voulez, notre cœur de métier, c'est d'aller collecter l'information. Donc c'est comme si on faisait un connecteur géant, une espèce d'énorme multiprise dans laquelle en fait on va pouvoir connecter toutes les bases de données. Donc des bases de données, ça peut être quoi? Ça peut être Facebook, Twitch, PowerPoint, vraiment un peu tout ce qu'on peut imaginer qui va gérer de l'information. Et nous, on va les mélanger et on va en sortir des recettes. Donc voilà, c'est vraiment un peu notre cœur de métier. Donc on a une partie de nos équipes qui vont créer ces logiciels, et il y a une autre partie principalement qui vont aller les implémenter et les installer. En fait, implémenter, ça veut dire installer chez nos clients ou en lien avec des partenaires, donc avec d'autres entreprises qui nous aident à installer nos logiciels. Et derrière, on a quelques ressources en support qui sont là pour, on va dire, animer le quotidien de l'entreprise. On a des vendeurs, on a une équipe support qui va s'occuper des ressources humaines, de la finance, etc. D'accord, mais alors quand tu parles de prendre ces logiciels, tu parlais aussi de les mélanger. Si tu peux réexpliquer un petit peu, parce que, excuse-moi, j'ai pas très bien compris ce que vous proposez. Est-ce que tu as un exemple type? L'idée, c'est si on prend peut-être un fichier Excel que tout le monde va comprendre. Donc un fichier Excel, c'est deux tableaux. Et ben en fait, des fois, vous avez un tableau dans l'école A et un tableau dans l'école B. Et en fait, vous allez vouloir mélanger les informations. Alors, quand c'est un fichier Excel sur lequel il y a 30 lignes de chaque côté et qui sont tous les deux pareils, c'est très facile, vous pouvez le faire vous-même. Mais quand vous faites ça sur des millions, voire des milliards d'informations qui n'ont pas nécessairement la même signification pour l'école A et l'école B, et bien en fait vous faites appel à des entreprises et à des logiciels comme celui qu'on édite dans le but de pouvoir aller exploiter cette information. D'accord, et qu'après ce soit plus simple d'utiliser le fichier derrière. L'idée, c'est apprendre à connaître les informations que vous avez chez vous. Ok, d'accord, pour faciliter le travail de chacun et des entreprises aussi qui peuvent faire appel. Pour éviter tout le travail manuel, hein. L'objectif, notre vision, entre guillemets, c'est de supprimer le Excel en entreprise.
Ok, ça c'est une très belle nouvelle. Et j'espère que beaucoup d'entreprises ils le feront aussi également. Alors je veux bien que tu nous commentes un petit peu les photos, parce que alors de ce que je vois là de loin, je vois notamment un hall de gare. Pourquoi ça symbolise le voyage? Oui, alors parce que moi je prends beaucoup le train, je préfère le train à l'avion et donc je passe beaucoup de temps dans le train, en particulier s'il y en a qui sont déjà allés à Londres, ils reconnaîtront le hall de gare de Saint-Pancras à Londres et de l'Eurostar. Donc l'Eurostar a été non seulement dans ma dernière expérience professionnelle plusieurs échanges à Londres parce que je travaille pour Amnesty International dont le siège est à Londres, et aujourd'hui le siège de mon entreprise est à Bruxelles et le train qu'on prend pour aller à Bruxelles, c'est également l'Eurostar. Donc c'est vraiment à la fois mon quotidien, mais aussi celui de nos équipes qui naviguent assez régulièrement entre Paris et Bruxelles. C'est en vrai une histoire d'amour entre toi et l'Eurostar au final. Voilà, exactement. Voilà. Ok. Je vois aussi des post-it sur le côté. Donc là, c'est peut-être pour les réunions, des brainstorming peut-être. Oui, voilà. Alors, les post-it, j'aime bien ça. Pourquoi ? Parce que pour aller voir, c'est une méthodologie qui s'appelle Kanban, Kanban. C'est très à la mode dans l'univers des startups et c'est aussi une logique qu'on va beaucoup échanger. Donc pour moi, c'est vraiment le côté manager, collaboration et où autant en tant que manager, on peut transmettre, mais on peut aussi recevoir de la part de ses équipes et ça permet une forme de visualisation. Et donc là, l'image montre des post-it collés sur des vitres. On a ça dans nos locaux à Bruxelles, mais on a aussi des équivalents dans des logiciels qui reprennent cette logique de gestion de projet et de collaboration. D'accord, donc sur ces post-it, qu'est-ce que tu vas noter? Ça va être les tâches à terminer, ça va être les choses à penser ou même des plans? On peut imaginer plein de choses, mais en effet, ça va être toute la liste des tâches qu'on va pouvoir avoir à faire et chez qui on va les affecter. Donc comme ça, le post-it peut bouger. En fait, là, on discerne sur la photo, il y a des colonnes. Donc en fait, on peut passer le post-it de personnes ou de colonnes. On peut leur mettre des couleurs différentes en fonction de ce que c'est. Est-ce que c'est une tâche pour un développeur ou est-ce que c'est une tâche pour un commercial d'aller faire une présentation PowerPoint pour aller ensuite vendre ce qu'on a développé. Donc voilà. D'accord, ok, très bien. Bon, au moins, ça aide. Et même vous, je pense, pour vos tâches au quotidien, les post-it, pour le coup, c'est super cool. Ça n'abîme pas la peinture, donc vos parents ne diront rien. C'est ça, c'est clair. Vaut mieux ça qu'écrire sur les murs directement, je pense. Et puis, en plus de ça, il n'y a rien de plus agréable que d'enlever un post-it sur une tâche à faire et de se dire visuellement, c'est bon, je peux penser à autre chose. J'ai fait cette tâche, c'est bien, j'ai bien travaillé. Donc, sur la troisième image, on voit des relevés de statistiques. En quoi est-ce que ça va être important dans ton métier? Alors, ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle des dashboards. Hein. Donc, des dashboards, c'est des rapports. Et donc, c'est vraiment des métriques, des indicateurs, des graphes, etc. Et c'est ce que nous, on va fournir à nos clients. C'est ce qu'on va à la fois utiliser pour s'assurer que tous nos logiciels tournent bien, donc un petit peu comme une tour de contrôle. Hein. On a nos équipes informatiques qui ont cette logique où on va monitorer un petit peu comme le médecin va regarder le moniteur de son patient pour vérifier que le cœur va bien, etc. Nous, on fait pareil avec nos logiciels, mais aussi de ces logiciels. Si vous avez utilisé un petit peu PowerPoint, Excel, etc., vous savez qu'à partir de colonnes et d'informations, on peut faire des courbes, on peut faire des graphiques bars, on peut faire plein de visualisations et de représentations. Et c'est une grande partie de notre métier. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans notre métier, les gens, c'est un peu comme avec une voiture. Hein. Nous, on fait des moteurs de voiture, mais ce qui va les intéresser, c'est pas comment le moteur fonctionne, c'est vraiment de pouvoir se déplacer d'un point A à un point B. Ce qui va intéresser nos clients, c'est vraiment d'avoir l'information sûre et fiable représentée dans des dashboards jolis et exploitables et compréhensibles surtout. Bien sûr, et ça dans le monde du numérique, c'est trop bien parce qu'on a beaucoup plus de possibilités de relever toutes ces informations pour que ce soit beaucoup plus logique et beaucoup plus fiable. Donc ensuite, je vois le temps, j'imagine, je vais à tâtons, hein, mais je te laisse. Alors, j'aime bien les montres à titre personnel et donc je n'ai pas d'Apple Watch ou de montre connectée, etc. J'aime bien cette logique un peu dans l'ère du numérique de se dire que parfois il faut prendre le temps. Donc je cours après le temps, mais je rappelle à tout le monde qu'il faut prendre le temps parce que je pense que c'est important de se poser, de se reposer et de
apprendre à le gérer. Je pense que en tant que lycéen, c'est aussi la première étape sur ok, j'ai les cours, j'ai les copains, j'ai peut-être un copain, une copine, il y a les devoirs, il y a la famille, etc. Et ça fera partie de votre équilibre sur votre vie, tant d'étudiant que professionnel, d'apprendre à gérer ce temps. C'est ça, de pouvoir prendre le temps. D'ailleurs, merci d'avoir pu caler dans ton agenda serré cette petite réunion avec nous. En tout cas, on en apprend énormément, donc merci. Alors ensuite, je vois un visio, donc ça, c'est une autre question que je voulais te poser. Donc, on est d'accord qu'avec ton métier, tu es souvent en déplacement. Est-ce que du coup, tu fais souvent du télétravail ou est-ce que tu es quand même au siège à Bruxelles, quand même, avec les équipes qui travaillent avec toi? Alors nous, on a la chance d'être assez éclaté et d'être ouvert. Donc on a on va dire le cœur des équipes qui est entre Paris et Bruxelles, mais on a aussi des gens qui travaillent depuis Nantes, Marseille ou le Portugal directement, qui sont des anciens salariés qui étaient à Bruxelles et qui sont partis s'installer au Portugal et avec qui on a continué. Et donc je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment une logique dans le numérique qui permet en fait de travailler de manière hybride. Moi je suis pas forcément un pro télétravail ou un pro présentiel, je dis juste que c'est à vous de trouver ce qui vous plaît le plus. Moi j'aime bien aller au bureau, pourquoi? Parce que j'aime bien rencontrer des gens, j'aime bien avoir ce contact humain et peut-être ce côté un peu français qu'on trouve moins à Bruxelles, mais de culture de la pause et de la pause repas entre guillemets, où on prend le temps de manger, de s'asseoir et de rencontrer d'autres personnes. On a des personnes qui, à l'inverse, sont en full distanciel et sont très heureuses comme ça. Et donc, c'est vraiment qu'est-ce que vous allez aimer. Et c'est important aujourd'hui, je pense, en 2024, dans vos futurs choix de carrière, de se dire, en fait, quel type de contact je veux au quotidien. Totalement. Et ben ça, c'est génial. D'ailleurs, je vous invite dans le chat à poser vos questions à Loïc au niveau de peut-être les différences culturelles que tu as pu rencontrer dans ton métier en travaillant à l'étranger aussi. Là, tu nous parlais tout bonnement de cette espèce de pause importante en France qu'on va prendre pour papoter, pour bien manger, etc., qui peut être sûrement différente, j'imagine, avec l'Amérique du Nord. Donc, on verra un peu s'il y a des questions à ce niveau. Je vois la dernière photo que tu nous as partagée. On dirait plein de petits Lego, donc c'est ce que tu nous expliquais, c'est toutes les briques qui peuvent être apportées, ou j'ai totalement faux? Alors, il y a un mix des deux. Alors, à titre personnel, je suis encore un grand enfant, je suis un fan de Lego. Je suis encore des Lego. Et donc, l'idée, c'était de représenter une journée type. Et moi, je pense qu'il est important dans une journée type, même si on est directeur général, si on est aux responsables ou même simple caissier ou caissière, de se dire qu'en fait il y a toute une partie de notre journée qui doit être consacrée à nos plaisirs personnels. Et donc moi il y a à la fois ce plaisir personnel de pouvoir faire des Lego, mais aussi de passer du temps avec ma femme et ma fille. Et donc je pense que c'était important de rappeler dans cet équilibre que vous devez trouver aussi votre manière de vous épanouir et qu'il n'y a pas que le travail qui est là pour ça, et que même quand on est chef, même si on fait beaucoup d'heures, etc., on a encore des passions et on a encore des plaisirs, et il faut surtout pas s'oublier dans ce quotidien. Ok, ça c'est quelque chose de très très important. C'est vrai qu'on parle de plein de choses super importantes avec toi, Loïc. C'est très bien au niveau du monde professionnel de montrer aussi le temps personnel qui doit ne pas être oublié au service de son emploi. Donc effectivement, comme tu dis ça, je me permets de te poser la question, est-ce que tu as déjà fait les grosses maquettes en Lego? En Lego, oui. J'ai le pour les plus gros, les plus connus, j'ai le Titanic et j'ai le Falcon Millennium géant qui doit faire 1m30 de long. Voilà, et j'ai toute une énorme collection avec les Lego que j'avais quand j'avais 5 ans et une collection que j'ai repris quand j'ai commencé à travailler pour pouvoir me les payer moi-même, tout simplement. Ouais. Donc voilà. Génial, mais alors du coup ça doit te prendre du temps, mais ça j'imagine bien. Moi j'adore personnellement, tant qu'on y est dans les passions, j'adore faire des puzzles, et c'est vrai que pour le coup c'est un peu la même dynamique, ça prend du temps mais c'est de la logique et c'est trop agréable. Voilà. N'hésitez pas à partager vos passions dans le chat aussi, qu'on en parle tous ensemble, et encore une fois vos questions seront les bienvenues. Écoute Loïc, on va passer à autre chose. Je te propose qu'on regarde un petit peu ton parcours, comment tu en es arrivé là. Donc au collège, tu nous as dit que tu étais un bon élève, que tu faisais visiblement du théâtre
en anglais. Waouh, mais ça c'est déjà super. Shakespeare un peu? Non, pas du tout, pas du tout. Des pièces plutôt modernes. Donc j'ai eu la chance que mon collège propose cette option. C'est là aussi où j'ai découvert les langues. Hein. Donc j'ai commencé le théâtre en anglais. Je ne parlais pas un mot d'anglais. Je pense que j'avais 3 ou 4 de moyenne en 5e. Et j'ai commencé en 4e et j'ai fini l'année quasiment bilingue grâce à un échange scolaire. Donc j'ai vraiment... Super, t'es allé où? Je suis allé à Croydon, c'est dans le sud de Londres. Donc on avait des correspondants, etc. Et eux jouaient de la musique et nous on faisait du théâtre. Et donc on a fait une pièce d'Alan Parker qui s'appelle Bugsy Malone à l'époque. D'accord. Avec qui je suis toujours copain aujourd'hui. Donc c'est vraiment une belle expérience quelques années plus tard. Le lycée était plus compliqué. J'ai pas été quelqu'un très assidu. J'ai redoublé pour absentéisme. Hein, voilà. L'anglais n'a pas sauvé tout. L'anglais n'a pas sauvé le présentiel. J'ai fini avec un bac ES que j'ai eu malgré tout avec mention, mais j'ai failli plus avoir de lycée pour passer mon bac. Donc, voilà. Ça a été tendu alors de ce que tu m'expliques. Ça a été tendu. J'aimerais bien revenir au niveau de l'anglais parce qu'on en parlait justement des échanges, que ce soit universitaires ou même effectivement scolaires, qui peuvent vraiment changer la donne. Comment est-ce que toi tu l'as vécu d'arriver justement en Angleterre sans parler vraiment bien anglais et justement comment tu as réussi à trouver un intérêt à l'anglais? Alors, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a le premier, l'anglais qu'on l'apprend, l'anglais ou n'importe quelle autre langue à l'école, les cours sont pas très passionnants. Le point primaire, c'est les échanges. En fait, quand vous arrivez dans un pays où vous parlez pas la langue, en fait, vous n'avez plus le choix. Donc, et vous vous rendez compte que les gens en face de vous sont enclins à faire des efforts, et en fait, ça vient très vite, très naturellement. Et que le vocabulaire, vous allez l'apprendre progressivement. J'ai appris le néerlandais en arrivant en Belgique, hein, parce qu'en Belgique, on parle aussi néerlandais. J'ai plus de mal à m'exprimer, mais j'ai passé 6 ans dans ce pays. À la fin, je le comprenais presque couramment. Il n'y avait pas assez de monde dans mon entourage qui le pratiquait. Donc pour moi, la première étape, c'est de pas avoir peur de se lancer, faut pas avoir peur de parler non plus. Et aujourd'hui, il y a la chance d'avoir toutes les plateformes de streaming qui proposent de regarder tous les films dans les langues étrangères. Donc ça vous permet de travailler votre oreille. Et vous avez des applications même gratuites, type Duolingo, etc., qui n'existaient pas il y a 20 ans et qui vous permettent d'apprendre n'importe quelle langue tout seul. Gratuitement. Et parfois avec des méthodes pédagogiques qui sont pas celles de l'école et qui vont beaucoup plus vous correspondre. Et moi, il y avait un autre côté qui m'a permis d'apprendre l'anglais. Mes profs me tueraient, je pense, aujourd'hui, mais c'est les jeux vidéo. C'est dans les jeux vidéo, quand vous jouez en ligne et que vous commencez à parfois vous insulter ou devoir chatter avec des joueurs du monde entier, etc. En fait, vous parlez anglais d'une manière. Et donc, vous commencez à apprendre. Et si vous voulez vous faire comprendre pour pas vous faire tuer dans la partie d'après, vous n'avez pas le choix que de progresser. Totalement. Je peux que être entièrement d'accord avec ce que tu dis et ça tombe très très bien parce que ça fait écho avec ce que je leur disais ce matin à ce niveau-là, que dans les jeux vidéo il y avait énormément d'anglais avec Game Over, avec toutes ces choses. Donc c'est très bien de le remettre en lumière. Donc alors ensuite tu as fait un BTS en audiovisuel à l'INA, donc l'INA qui est l'Institut National de l'Audiovisuel pour ceux qui l'ignoraient. Donc incroyable. Donc, j'ai hâte de comprendre un peu mieux la suite de ton parcours. Je vois ensuite que tu as fait une licence en communication et marketing toujours en audiovisuel. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Donc toi, tu étais vraiment parti pour travailler dans l'audiovisuel, globalement. Est-ce que tu savais ce que tu voulais vraiment faire à ce moment-là ou c'est plus que c'était... Je savais que je voulais pas être assis dans un bureau. Je savais que je voulais faire des études pratiques parce que le lycée avait été compliqué pour moi de rester assis en classe, etc. Et donc le BTS me semblait vraiment la meilleure option parce qu'il y avait des stages, parce que les cours étaient très pratico-pratiques et que on avait de l'anglais, du droit, de la technique, de l'informatique, de la physique, donc c'était passionnant. C'était aussi une belle école où j'ai réussi à rentrer, où il y a eu des examens d'entrée, etc., des oraux. J'ai voulu compléter, donc j'ai fait une année supplémentaire, j'ai eu une passerelle pour faire une 3e année de licence, que j'ai fait une pause entre mon BTS et ma licence, donc j'ai travaillé pendant 1 an et j'ai fait ça. Donc ensuite j'ai travaillé dans l'audiovisuel
J'ai été ce qu'on appelle aujourd'hui freelance, etc. J'ai énormément adoré ça. Par contre, c'est un milieu qui est très compétitif, qui prend beaucoup d'énergie. Je me suis rendu compte aussi, malgré moi, que je serais certainement pas le meilleur dans ce domaine. J'avais pas, par exemple, une fibre artistique, et que peut-être que pour avoir le petit truc en plus, il fallait avoir cette fibre artistique ou cette volonté de se spécialiser. Et donc c'était aussi le début un peu des startups, du crowdfunding. Donc crowdfunding, c'est tout ce qui est Ulule, Kickstarter, etc. Donc c'est la logique de financer quelque chose avant que ça sorte. Donc j'essaie de créer un projet là-dedans. Ça a été un échec total, mais par contre j'ai énormément appris. Et en parallèle de tout ça, je faisais du bénévolat à la Croix-Rouge, je faisais du secourisme, etc. Et j'ai eu une opportunité pour mon stage de fin de licence de faire un stage de fin d'études à la Croix-Rouge, qui m'a ouvert des nouvelles perspectives. Et donc j'ai pu arriver là-dessus. Et j'étais au début en fait alors, ça va certainement vous paraître drôle, mais avant sur Facebook, il y avait que Facebook. De toute façon, il y avait MySpace, mais ça parle encore moins. Il n'y avait pas de vidéos, etc. Et donc mon background en audiovisuel m'a vraiment permis de commencer à pouvoir faire de la vidéo sur les réseaux sociaux et des choses comme ça. Oui, d'y penser, d'avoir l'idée. Voilà, et donc de commencer là-dessus. Et après, j'ai toujours aimé les sites internet, etc. Donc je suis très autodidacte en informatique. Et de fil en aiguille, je passais de la Croix-Rouge française à Amnesty International à Bruxelles, où j'ai fini responsable de programme en innovation et nouvelles technologies. Avant d'arriver chez De Facto, je suis rentré comme manager de projet pour 6 ans plus tard finir directeur général. Trop bien. Sacré parcours, mais comme quoi, des fois, la vie, elle nous met sur les bons rails, au final. C'est comme ça que je conclurai à ce niveau. Alors, on a des questions dans le chat, et notamment, il y a Alexandre et Mohamed qui te demandent à quel jeu vidéo avez-vous joué ? Alors moi j'ai commencé sur et je suis resté de nombreuses années, jusqu'à ce qu'il y ait encore quelques heures. Alors, j'ai beaucoup moins de temps, mais à Counter-Strike, c'était vraiment la base. Mon défouloir, où j'aime pas jouer longtemps. Je suis pas quelqu'un qui va pouvoir jouer 5 heures de suite. Et j'aimais bien la logique de pouvoir faire 1 heure de partie de temps en temps, comme je fais encore aujourd'hui à Call of de temps en temps. Donc voilà. Non, trop bien. Je suis pas très bon, mais ça me défoule. Oui, il suffit juste d'aimer jouer, quelque part. C'est ça. Il faut de tout, justement. Très bien. Bon, génial. Merci d'avoir partagé tes études et ton parcours. Je te propose qu'on vienne un peu sur le cas concret. J'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui te demandaient les missions que tu avais à faire dans ton travail. Donc, pour ceux qui ont peut-être loupé ou pour ceux qui veulent avoir des idées encore plus claires, les missions que tu vas avoir, ça va être par exemple l'intégration d'une plateforme technologique. Quel problème tu vas rencontrer? Les personnes ne connaissent pas les dessous de l'informatique. Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret d'une intégration d'une plateforme? Oui, alors en fait, ce que vous imaginez pas quand vous voyez une application type TikTok, Insta ou un logiciel de caisse au supermarché, donc là vraiment la personne vous allez badger, vous allez taper des choses, c'est que derrière en fait il y a une multitude de composants. Donc il faut vraiment voir un logiciel comme une voiture. Dans une voiture, vous avez des portes, des volants, des boutons, un moteur. Le moteur est lui-même composé de centaines voire de milliers de pièces. Un logiciel informatique, une plateforme technologique, c'est exactement la même chose. Vous allez avoir en fait le moteur, la carrosserie, les volants. Puis derrière, il faut toujours des humains pour faire fonctionner tout ça, pour assembler la machine, pour la faire rouler, éventuellement pour la piloter. Donc en fait, nous, notre métier, c'est vraiment d'aller, si on reprend l'image de la voiture, d'aller vraiment installer ces voitures et les assembler chez nos clients ou d'aider nos partenaires à le faire. Et en fait, aujourd'hui, des acteurs comme Microsoft, comme Apple ou comme des applications ont rendu en fait cette accessibilité très simple. Donc les gens pensent que l'informatique, c'est très simple, mais il y a des choses qui sont faites très simples pour, j'ai envie de dire, le commun des utilisateurs, mais avant que ça soit simple pour la personne finale, il y a tout un travail en amont qui doit être fait. Et donc,
vrai cœur de métier de nos spécialistes en interne, c'est vraiment d'accompagner les clients et d'accompagner les équipes techniques à aller installer ça et faire en sorte que ça fonctionne et que ça fonctionne bien. Et donc, c'est de l'humain avant tout. Donc, c'est-à-dire, dans l'informatique, on est là à se dire, ouais, en fait, c'est que du logiciel, je clique sur le bouton suite, et puis en fait, à la fin, c'est fini. Bah non, pourquoi ? Parce que tout à l'heure, on parlait des langues. Bah, en informatique, des langages informatiques, il y en a des milliers. Et donc, ils se parlent pas forcément entre eux. Donc, il faut passer par des connecteurs qui vont agir comme des interprètes. Et donc, c'est là où, à ma grande surprise, le monde de l'informatique et de la donnée aujourd'hui a repris il y a un fort pas de langue, alors que ce soit de la langue française, de la langue anglaise, peu importe, mais en fait il y a la logique de sémantique, et la sémantique c'est s'aligner sur une définition de quelque chose. Et donc si vous pouvez faire l'exercice dans le chat, décrivez ce que pour vous c'est une piste cyclable, et je pense que quelqu'un qui habite en Corse, sur l'île de la Réunion, ou le Parisien que je suis, personne n'aura la même définition. Or, quand vous devez faire le suivi de construction de kilomètres de pistes cyclables sur le territoire français, ben, il faut s'assurer que tout le monde comprenne facilement ce que c'est une piste cyclable. Avant l'informatique, c'est quoi une piste cyclable ? Est-ce qu'on est tous alignés là-dessus ? Ouais, c'est vrai que c'est impressionnant parce que c'est tout un nouveau monde, que ce soit dans le langage. C'est vraiment comme tu disais, on peut rallier ça un peu avec les langues. C'est qu'il faut que tout le monde puisse bien se comprendre et puis trouver quel adjectif. C'est un petit peu aussi comme la langue des signes, on va dire. Il faut que ce soit compréhensible absolument de tout le monde, enfin, ou du moins la majorité, pour que le logiciel fonctionne mieux et soit plus performant. Exactement. Donc voilà un peu ce qui est mon ancien métier plus le métier de mes équipes, mais en tout cas qui est celui dont c'est la mission de Defacto aujourd'hui, d'accompagner nos clients sur ce genre de problématiques. Il y a Alexandre qui participe justement, qui répond à ta question, qui dit que pour lui, c'est une route pour les vélos. Voilà, mais alors du coup, je vais répondre avec une autre question. Est-ce qu'une voie de bus, est-ce que le trottoir est une route pour les vélos, est-ce que les chemins pédestres où vous allez faire de la randonnée sont des pistes cyclables, voilà. Et entre guillemets, nous à mon niveau, moi j'ai pas la réponse. C'est nos clients qui doivent l'apporter, et nous on doit juste s'assurer que tout le monde, tous les intervenants qui vont travailler sur le projet ont la même définition. Oui, c'est ça, pour être sûr que tout le langage se fonctionne bien. Alors, il y a quelques questions dans le chat, donc je te propose qu'on y réponde. Mais avant, je voulais te partager un peu les avis, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a Lenny qui répond, qui dit Counter-Strike. Ouais, trop content. Il y a Axel qui dit oh là là, quel goat. Donc, quelle personne incroyable. Il y a Mathis qui te demande à son tour, et j'ai vu la question aussi posée par Elias, quels sont tes horaires ? Alors moi, j'ai la chance, parce que je le vois comme une chance, de gérer mes propres horaires. Donc ça veut dire, je pense que je fais des grosses journées en termes d'amplitude horaire. Je donne un exemple, on parlait tout à l'heure des différences culturelles. À Bruxelles, les gens vont arriver très tôt, ils vont arriver vers 8h du matin, et ils vont partir très tôt. À 17h, 17h30, il n'y a plus personne au travail. Ils prennent le moins de pauses possible parce que c'est la culture dans le pays, c'est comme ça. Un peu sur le modèle anglo-saxon. Ou des pays nordiques. En France, avant 10h, 10h30, vous n'avez pas grand monde au bureau de Paris. Par contre, à 18h, voilà, chez nous, c'est assez tardif. Moi, le premier. Et donc, aujourd'hui, moi, j'ai la chance de faire mon planning. C'est quelque chose aussi qu'on essaye d'insuffler au sein des équipes. Alors, il y a toujours les contraintes avec les clients. On doit s'adapter. On rend des services aux clients, donc on doit aussi s'adapter à nos clients, mais il y a assez régulièrement, je prends des grandes pauses dans la journée, que ce soit pour emmener ma fille au parc, pour aller faire des courses, pour faire une pause jeu vidéo si à un moment j'en ressens le besoin. Donc je vais pas dire que je fais du 9-18 parce que c'est pas ça. Et accessoirement, j'aime bien aussi travailler le soir au calme, tard, quand ma fille est couchée. Pourquoi ? Parce que c'est aussi l'un des rares moments où je vais pas être dérangé, je vais pas être en réunion et je vais pouvoir avancer
avancer tout le monde. Donc par rapport à ça, c'est une flexibilité qu'on a beaucoup plus dans le monde de l'informatique. On a aussi des contraintes juridiques liées au droit du travail. On peut pas faire ce qu'on veut. Tous les types de contrats peuvent pas avoir ça. Mais en tout cas, c'est des pratiques qui évoluent de plus en plus dans ce milieu et qui demandent aussi une grande rigueur personnelle parce que en fait, faut pas oublier qu'on travaille en équipe et que en fait, je dois autant trouver mon propre rythme, mais que ce dernier ne doit pas impacter mes équipes. Ça veut dire, par exemple, quand j'envoie des mails, des fois je mets des retardataires parce que c'est pas agréable pour des gens de mon équipe de potentiellement recevoir des mails à 2h du matin. Ça peut mettre une forme de pression. Et donc, je vais dire que mon mail, il va être envoyé à 8h30 le lendemain matin pour pas que les gens se disent « Ah tiens, il m'a envoyé des mails à 2h du matin, il faudrait que moi aussi je travaille à 2h du matin. » C'est pas l'objectif. C'est pas pour mettre une espèce de pression, mais c'est plus s'adapter en fonction de chacun. Donc, c'est vrai que vous aussi, peut-être, vous en êtes rendu compte quand vous devez réviser vos cours ou faire vos devoirs. Parfois, je sais que j'ai des amis qui travaillent très bien le matin, d'autres qui préfèrent le faire en soirée, d'autres en plein milieu de la journée. Donc, ça dépend totalement de nos modes de vie, notre mode de fonctionnement. Et ça, c'est bien. J'ai l'impression que même en dehors du numérique, ça se démocratise un peu plus dans plein d'autres métiers, même si il y a des domaines un peu plus compliqués, pour pouvoir justement faire la gestion des horaires tant qu'on travaille bien, avoir cette liberté de choisir quand est-ce qu'on travaille dans la journée en termes horaires. Donc ça, pour le coup, c'est super. Donc je vois, il y a Alexandre qui prend vraiment très à cœur la discussion que tu as eue sur les voies, qui nous dit le trottoir, c'est une voie un peu pour les personnes qui veulent marcher, etc. Mais ça peut également être utilisé par des cyclistes, mais c'est déconseillé, je crois. Donc il est vraiment à fond. Mais la règle, c'est le code de la route, faut pas l'oublier. Oui, c'est ça. La définition dans le code de la route, mais la définition n'est pas très claire pour des logiciels informatiques. Donc, il faut encore la préciser. Voilà, ça c'est totalement. Donc, être performant là-dessus. Alors, on a une question qui revient souvent avant d'avancer. Il y a Lucas qui te demande quelles sont, selon toi, les qualités importantes à avoir pour ton travail. Je pense que, à mon poste, il y a une forme de qualité commerciale et relationnelle. Ça veut dire qu'en fait, dès qu'on commence à monter en responsabilité, on doit savoir vendre. Alors, ça peut être vendre des produits, ça peut être se vendre soi-même, ça peut être vendre son entreprise, ça peut être vendre son équipe. Mais en tout cas, on se doit d'être une forme d'ambassadeur. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez peu développé en France, qu'il est beaucoup plus aux États-Unis où les gens ont cette culture de la survente. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait qu'il y a des gens qui, comme moi j'ai pu l'avoir, ont des ascensions rapides versus d'autres, mais à un moment en fait il faut se vendre, il faut aller chercher son augmentation, chercher son évolution de carrière. L'autre force que j'ai à titre personnel, c'est que j'ai une forte culture de l'auto-formation. Et c'est ce que j'aime dans mon métier. Ça veut dire dans mon métier, si je me mets pas à jour, au bout de 6 mois, je suis à la rue. Et en fait, il faut être en constante formation, il faut être en constant apprentissage. Aujourd'hui, je pense que techniquement, je suis le moins bon de mon entreprise, parce que je pense que toutes mes équipes techniques sont meilleures que moi, tous mes analystes sont meilleurs. Pourquoi ? Parce qu'ils pratiquent au quotidien, ils en font beaucoup plus. Par contre, j'ai beaucoup à leur apprendre sur la partie management, gestion de clients, gestion d'entreprise éventuellement ou autre. Mais je pense que votre génération de demain, encore plus que la mienne, pratiquera plus de métiers et aura cette possibilité de se reconvertir en quasi à l'infini si vous en avez la volonté. Et aujourd'hui, il y a des plateformes comme Udemy, Le Wagon, des choses comme ça qui offrent énormément de choses gratuites pour apprendre à coder, à faire des sites web, à faire de l'intelligence artificielle. Vous allez sur Udemy, pour 0€, vous pouvez apprendre à faire des sites web ou à faire un chatbot avec ChatGPT, quoi. Et faire vos devoirs avec de l'aide. C'est clair, ça peut aller très vite. Donc, je me suis permise de passer un peu la présentation sur ce que tu aimais le plus, parce qu'au final, tu as un peu répondu avec l'univers en constante évolution, tout le temps en mouvement. Aussi, le fait, tu as parlé de faire de la veille, donc aller regarder vraiment ce qui se fait à droite, à gauche pour être toujours dans l'innovation aussi. La gestion des talents, le travail en équipe, qui sont que des choses dont tu nous as parlé et qui sont pour toi importantes. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ce niveau-là, ou est-ce que tu as déjà tout dit ? Non, sur ce que j'aime, je pense que on l'a assez évoqué. Ce que je répéterai peut-être encore, c'est prenez du plaisir dans votre futur métier, et si vous vous épanouissez pas, n'hésitez pas à changer.
Moi, j'estime que j'ai changé déjà 3 fois de métier et je pense que j'en aurai encore 4, 5 ou 6 parce que en fait, ça dépend aussi de ce que vous avez envie à l'instant T. Et aujourd'hui, voilà, je me rends compte que y a des phases de travail administratif qui sont lourds, surtout dans une entreprise de taille moyenne. On n'a pas des gens qui peuvent faire pour nous, et donc il y a beaucoup de choses qui incombent aux patrons. Hein. En France, on a tendance à taper sur les patrons. Moi, je me vois pas comme un patron du CAC 40 qui gagne des millions d'euros et qui a ce qu'il veut. Non, il y a aussi comment on va payer les salaires de ses salariés à la fin du mois. Est-ce que les clients payent bien nos factures en temps et en heure? Parce que si les clients vous payent pas, vous pouvez pas vous payer vous-même. Il y a aussi un métier, surtout dans l'univers du numérique et de l'informatique, qui est celui de recruteur. Et aujourd'hui, pour nous, c'est très difficile de recruter. Il y a une pénurie de talents. C'est aussi de faire les bons choix de personnes, parce que recruter, c'est pas seulement des cases qu'on coche dans un fichier en se disant tiens, il sait coder en Python, voilà, c'est un grand langage connu, mais c'est ok, son niveau de Python il est peut-être moins bon que quelqu'un d'autre, mais par contre on pense qu'humainement il va parfaitement s'intégrer dans l'entreprise. Et donc le recrutement, c'est à la fois des compétences techniques, mais aussi l'équipe et l'ADN que vous voulez que votre structure elle ait et qu'elle garde. Donc c'est important de garder ça en tête. Des fois, il faut des personnes un peu moins bonnes, mais qui vont avoir cette capacité d'apprendre et qui surtout vont s'entendre parfaitement avec ses collègues. Aujourd'hui, je pense que si on faisait un sondage dans notre entreprise, la moitié des gens diraient que ce qu'ils préfèrent dans l'entreprise, c'est leurs collègues. Et je trouve que c'est quelque chose de super beau en soi. Ah oui, ça nous donne envie de nous lever le matin pour aller travailler. Exactement, comme quand il fait gris à Paris et vous dites oh là là, mon Dieu, je vais pas prendre mon bus ou aller marcher jusqu'à la station de métro. Si on se dit qu'on a son pote avec qui on va aller manger à midi une pizza ou des sushis ou je ne sais quoi, c'est toujours plus agréable que se dire oh là là, j'ai pas envie de voir machin. Voilà, ça fait partie du monde de l'entreprise aussi, de s'épanouir tant sur son métier que sur son entourage professionnel, si je puis dire. Je suis d'accord, moi j'adore Cindy, comme je n'aime pas Loïc de la régie. Non, je rigole, je l'aime bien aussi. On se taquine. Alors du coup, les choses que tu aimes un peu moins, vous inquiétez pas, les questions, je les ai. On va juste terminer cette partie de la présentation. Ensuite, je pose toutes les questions. Justement, je ferai passer sur le grill, du coup, Loïc. Donc, les choses que tu aimes le moins, tu as dit trop de travail administratif et la difficulté de recrutement. Alors, c'est vrai que c'est bizarre parce que le numérique, c'est un domaine qui recrute énormément. Quand tu parles de difficulté de recrutement, c'est plus vis-à-vis de, comme tu nous expliquais, de trouver des personnes qui sont qualifiées techniquement, mais aussi qui correspondent à ta boîte. Comment ça fonctionne? Alors nous, on a fait le choix aussi d'embaucher une personne qui s'occupe du recrutement à temps plein. Maintenant, ça fonctionne aussi avec un recrutement par les pairs. Donc ça veut dire c'est les futurs collègues et pas forcément les futurs chefs qui vont choisir qui va rejoindre par l'équipe. Et le plus important, c'est quand la personne elle arrive, de travailler ce qu'on appelle son onboarding. Donc l'onboarding, c'est quand on arrive dans une structure, c'est de lui faire un plan et de lui dire voilà, voici les outils, voici les formations qu'on te donne et voici ce qu'on attend de toi, et surtout d'être à l'écoute de la personne, parce que si la personne, parfois on lui envoie trop d'informations à l'instant T, et donc le recrutement est aussi important que la phase d'accompagnement initial. Bien sûr, donc il faut faire très attention à ça. Et au niveau du point administratif, c'est vrai qu'en tant que directeur, on s'imagine qu'il y a un côté un peu paperasse. Est-ce que tu croules sous ça? Je dirais que j'ai réussi à m'entourer de gens qui savent me décharger, et là on en revient souvent à la logique de confiance. Donc c'est s'entourer de personnes de confiance que vous pouvez former, etc. Pas être dans le micromanagement, et toute une logique de documentation. Donc c'est un peu plus facile pour les boîtes d'informatique parce que ça fait partie de nos méthodes de fonctionnement. Mais aujourd'hui, la structure administrative de De facto fait que on est dépendant de personnes humainement
Alors, l'humain va faciliter les choses, mais si demain, moi, je suis malade, ou si demain, je suis en vacances, ou si demain, des gens de mon équipe sont malades ou en vacances sur des sujets administratifs, on a des logiques de personnes qui vont pouvoir nous remplacer au pied levé. Et toutes les tâches et les procédures sont documentées dans notre base documentaire pour que n'importe qui puisse prendre le relais là-dessus. Et ça enlève une énorme pression. Tout à l'heure, on parlait de stress, etc. Si on sait que c'est documenté, on se dit, OK, ça prendra peut-être un peu plus de temps, ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais si à la fin, on sait que la tâche sera exécutée et sera bien exécutée, on ne s'inquiète pas. Oui, c'est ça, c'est tranquille par la suite, c'est bien préparé au cas où, mais voilà. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Je te propose qu'on réponde à quelques petites questions qu'il y a eu dans le chat. Donc, alors, depuis tout à l'heure, je galère un petit peu à retrouver les questions que j'avais sélectionnées. Et s'il y a bien une question qui est revenue plusieurs fois, là, tu es libre de nous dire si oui ou non tu veux en parler. Il y a Brahim notamment qui te demande, est-ce que c'est possible d'avoir une fourchette même large d'un débutant à votre poste? À mon poste, non. Parce que c'est compliqué par rapport à la taille de la structure. Par contre, un débutant dans l'informatique, aujourd'hui, en salaire brut annuel hors avantage, les avantages étant la mutuelle, la carte de métro, les transports, éventuellement une voiture si jamais vous êtes amené à faire beaucoup de déplacements, on est entre 33 000 et 42 000 euros en moyenne en général annuel brut dans l'informatique, plus éventuellement des bonus. D'accord, bon, bah, comme d'habitude, je laisse Cindy le plaisir de traduire ça en net par mois pour qu'on ait un petit peu une idée. Il y a Kylian aussi qui te demande, est-ce qu'il faut au moins travailler un certain temps d'heures par jour? Ah, c'est une bonne question. Alors, en tant que dirigeant, moi par exemple, j'ai pas de congé, j'ai pas d'horaire de travail. Donc si je voulais, je ne pourrais très bien ne pas travailler pendant 6 mois. Je pense que par contre, je me ferais renvoyer parce que je dois moi-même rendre des comptes au fondateur, au conseil d'administration, parce que je suis moi-même employé, même si je suis directeur général, je suis employé. C'est pas mon entreprise, elle ne m'appartient pas. Je pense là, c'est encore une fois, on est sur la logique d'organisation. Donc c'est en fait comment vous êtes organisé. Est-ce que vous avez des managers en qui vous avez confiance? Est-ce que vous avez éventuellement un assistant ou une assistante qui peut vous détacher? Et je pense que c'est plutôt dans une logique d'équipe dans laquelle il faut répondre là-dessus. Mais je prends des vacances et je travaille pas. Et cet après-midi, par exemple, dans 30 minutes, je ne travaillerai pas et je ne répondrai plus à mes mails avant, éventuellement ce soir. Voilà, je ne sais pas, mais voilà, c'est vraiment à vous de voir. Il y a des gens qui, chez nous en tout cas, ils arrêtent de travailler, ils ne regardent plus leur mail jusqu'avant le lendemain matin. On sait que si un jour on a des urgences, on peut éventuellement se permettre de les appeler, mais nous on évite de faire ça dans la mesure du possible. Pour les aider, très bien. Bah, écoute, merci.